Il était question, dans ce cours numéro 3 qu'on avait vu la dernière fois, en présentiel, de citer les principales étapes qu'on avait appelées activités d'un processus de développement. Et les principales étapes, attendez, je vais accepter des gens. C'est vrai que c'est un peu gênant. Bon, c'est pas grave. Et on avait dit que parmi les principales étapes, bien qu'on avait appelé activité, d'un processus de développement, il y avait les 7 principales étapes, qui étaient l'étude de faisabilité. Son but, c'était quoi? De dire oui, je vais développer le... Vous fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous fermez les micros, sinon je serai obligée de les fermer moi-même. Fermez les micros, s'il vous plaît. Donc, il y a quelqu'un qui bruite. Donc, je vais fermer celui-là. Attendez, je vais appuyer sur la... Voilà, donc je vais le fermer par la mute. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait du bruit? Non. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, on avait cité ces 7 principales étapes qui composaient justement toutes les activités par lesquelles un processus de développement d'un logiciel doit passer. La toute première, c'est l'étude de faisabilité, de dire oui, je vais développer le logiciel pour des raisons ceci et cela et cela. Les principales raisons sont les moyens, que ce soit humain, j'ai la compétence pour ça, j'ai l'argent pour ça, euh, que ce soit aussi un souci, comment dire, compétences et budget, un souci de durée. Par exemple, j'ai la durée allouée pour développer le logiciel, ça, elle m'arrange. Donc, dans toutes ces situations, je réponds par oui, je vais développer. Sinon, je vais dire non pour une raison quelconque qui ne m'arrange pas. Que ce soit, j'ai pas le budget qu'il faut, j'ai pas la compétence ou bien les personnes compétentes pour développer, ou bien la durée de développement ne m'arrange pas, donc ou bien c'est trop court, ou bien c'est trop lent. Donc pour toutes ces raisons, je pourrais répondre par un non. Je ne vais pas développer le logiciel. Le but de l'étude de faisabilité, c'est ça, dire non, je ne vais pas développer, dire oui, je vais développer pour telle et telle raison. Donc la deuxième étape, c'était de faire la spécification des besoins. Donc après avoir exprimé ses besoins, le client ait exprimé ses besoins en langage naturel, on va essayer de les traduire un peu de manière plus spécifiée en utilisant par exemple des langages semi-formels tels que le langage UML. Donc on va représenter de façon graphique ce que veut le client à partir de son expression des besoins. Ensuite, on va concevoir le logiciel. Donc, on va passer par l'étape de conception de logiciel. Et on avait dit, il y a une chose importante ici, il ne faut pas concevoir n'importe quoi. Donc, encore faut-il que la conception soit de bonne qualité. Donc, il faut veiller à ce que la conception du logiciel répond à certains critères de qualité. Parmi les critères que, à mon sens, est un critère important, c'est la réutilisabilité. Par exemple, je développe une seule fois et cette seule fois me suffit à réutiliser plusieurs fois le logiciel, c'est le but escompté. Euh, donc la qualité des conceptions, c'est important. D'accord. Et puis, dans la conception, il y a 2 pavés. Il y a la conception architecturale, schématiser l'architecture de votre logiciel, et la conception détaillée, là, vous allez en profondeur pour détailler chaque élément ou bien chaque composant du logiciel en définissant par exemple les structures de données, les algorithmes, tout ce qui va avec
le détail de description d'une architecture. Attendez, je la serai trop sensible. Voilà. Ensuite, on avait dit, après la conception, il faut coder. Maintenant, il faut implémenter ce qu'on a conçu. D'accord? Donc, on prend un langage de programmation et on commence à coder. D'accord? Ensuite, ce qu'on avait codé, parce qu'il se peut qu'on délivre le logiciel en partie, ça sera des parties qui vont arriver chez les clients de fur et à mesure. Donc, il faut pouvoir agencer les différentes parties délivrées de façon progressive. Et dans ce cas-là, il nous faut vraiment une phase d'intégration. La phase d'intégration vous permet d'agencer les nouvelles parties que vous allez délivrer avec les anciennes. C'est ce qu'on appelle intégrer. C'est l'intégration des parties du logiciel avec ce qui avait été déjà délivré au client. Ensuite, toute la solution, une fois complètement intégrée, le logiciel est complètement en un seul morceau. Maintenant, il faut valider cette solution finale pour que le client vous dise oui, j'accepte tout le produit ou bien non, j'ai des réticences concernant certaines parties que vous n'avez pas bien développées pour moi. Donc, le but ultime, même s'il ne valide pas, on est obligé de refaire, de corriger, de réajuster. Le but ultime, c'est qu'à la fin, il va nous valider le produit. Ça y est, s'il valide le produit, il le prend chez lui, il commence à l'exploiter sans aucun problème. Mais vient par la suite une étape qui est primordiale, c'est le fait de maintenir le logiciel. Donc, le maintenir pour plusieurs raisons. Il y en avait dit dans l'exercice du TD qu'il y avait plusieurs types de maintenance. Et la maintenance, c'est quelque chose de primordial parce que ne serait-ce que pour faire des nouvelles versions du logiciel que vous avez initialement remis. D'accord? Ça, c'était le cycle de vie d'un logiciel. D'accord? C'est-à-dire le cycle de développement d'un logiciel. D'accord? Maintenant, parmi ces cycles de vie que vous avez vus, les étapes, il existe maintenant des modèles de ce cycle de vie. C'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Donc, parmi les modèles, vous avez des modèles classiques ou bien des méthodes classiques de cycle de vie et des méthodes modernes, plus ou moins modernes. Voilà. Donc, les méthodes classiques, on retrouve bien le tout premier cycle qu'on appelle en cascade. Ensuite, le cycle de vie en V, le prototypage, c'est-à-dire dans ce cycle de vie, il est question de créer un prototype, un petit modèle, le cycle de vie en spirale et le cycle de vie itératif et incrémental. Voilà, donc le cycle de vie itératif et incrémental. Voilà. Donc, ces cinq modèles de cycle de vie, c'est des cycles de vie qu'on appelle classiques, parce qu'à initialement, c'est ceux-là qui ont existé. Tout à fait au départ, c'est une cascade. Ensuite, il y a eu des versions selon les besoins des clients et selon les spécificités du logiciel à développer. D'accord? Commençons par le cycle de vie en cascade. Alors, il est caractérisé par quoi? D'abord, le cascade, on l'appelle en anglais waterfall. Il a été initié ou bien créé par un certain Ross en 70. Il est caractérisé par le fait de découper le projet en petites phases successives. L'une suit l'autre. Et donc, chaque phase correspond à une étape ou bien à une activité à réaliser. Donc, et quand je réalise une activité ou bien une étape de ce cycle de vie, je peux délivrer plusieurs choses au client. Donc, il y aura possibilité de livrer plusieurs livrables. D'accord? Et donc, et si je termine une étape ou bien une activité, je ne reviens pas, je ne remets pas en cause l'étape qui a été initialement réalisée, précédente. Et en plus, il n'y a pas d'évaluation par le client des différentes étapes, car c'est la validation ou bien l'évaluation
C'est-à-dire qu'elle se fera à la fin, en fait. D'accord? Voici une petite représentation schématique de ce modèle de vie. Donc, vous avez les 7 étapes qu'on a déjà, plus ou moins les 7 étapes qu'on a déjà énumérées dans un modèle de cycle de vie. مدام Oui, برك كاينه بوان تولي برك الباجا اللي قبلها كاينه بوان ما فهمتهاش. d'accord. Donc, on revient à la page précédente. Voici la page précédente. Celle-là ou bien chaque phrase ne remet en cause que la phase précédente. Je m'interdis. chaque phase ne remet en cause que la phase précédente. C'est-à-dire, regarde, parce que dans le schéma, on va comprendre. Regarde, ne remet en cause que la phase précédente. Let's suppose, donc supposons que je suis dans la phase ou bien dans l'activité étude faisabilité, établissement de cahier de charge. D'accord? Dans cet établissement de cahier de charge, cette première phase, c'est l'expression en fait. C'est pas la totalité du cahier de charge. Supposons que j'ai terminé cette phase. C'est-à-dire, j'ai décidé de faire le logiciel. Donc, étude de faisabilité, OK. Et j'ai demandé au client de me remettre quelque chose qui exprime un peu ses besoins, ne serait-ce qu'en langage naturel. Bien sûr, l'étape suivante, ça sera la spécification, qui fait quoi? C'est celle de traduire sous forme d'un langage tel qu'UML ce que m'a dit le logiciel en vue de peaufiner et de finaliser le cahier de charge. D'accord? Supposons, en faisant la spécification, les spécifications de ses besoins, je me suis rendu compte qu'il y a un détail dans ses besoins qui n'est pas clair, qui n'a pas été bien exprimé ou bien qui n'est pas clair. Ou bien je me rends compte qu'il y a des aspects qui devront se trouver dans le cahier de charge, mais qui n'ont pas été exprimés. Donc il y a des lacunes. Donc ce que je peux faire, je peux revenir à l'étape précédente. Et c'est tout. Je ne reviens qu'à l'étape précédente pour la réévaluer à nouveau. Par exemple, supposons que je suis dans cette étape programmation. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème quelque part dans la spécification. Et bien, d'après ce modèle, je ne peux pas faire un gros saut. C'est-à-dire que je ne peux pas venir de la programmation vers la spécification. Il n'y a pas de retour jusqu'à cette étape. Là où je peux revenir, c'est juste à l'étape précédente. Je suis à l'étape précédente, ensuite l'étape suivante et sa précédente. Et je ne peux faire les sauts de va-et-vient qu'entre ces deux étapes qui se succèdent. Est-ce que tu m'as compris? وي سما لازم نولوا ايطاب بار ايطاب للور ما نولوش دفعه واحده. Non, c'est-à-dire que je ne peux pas, voilà. Donc, je ne peux pas venir, par exemple, par exemple, supposons, je suis à la programmation et je me suis rendu compte qu'il y a un problème la spécification. Je ne peux pas venir je ne peux pas revenir plutôt de la programmation directement vers la spécification. Ce que je peux faire, c'est le saut pas à pas. De la programmation, je vais voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la conception. Si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la conception, il faut que j'aille dans la conception architecturale. Et si je me rends compte qu'il y a un problème dans la conception architecturale, je reviens à la spécification. Donc, je ne reviens que à l'étape précédente s'il y a problème. Et je ne peux pas faire un saut, supposant la conception architecturale et détaillée ont été bien faites, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas faire un saut de la programmation vers la spécification directement. Voilà, donc c'est ça ce que veut dire cette phrase. Pas d'évaluation entre les deux, plutôt, chaque phase ne remet en cause que la phase précédente et pas les phases plus antérieures. Est-ce que c'est bon? Est-ce que وي vous m'avez compris? وي وي Donc, c'est un modèle qui est tout à fait intéressant. Il est simple, ne serait-ce que par sa simplicité, il est simple. Donc, et vous voyez bien, par exemple, ces étapes-là que vous voyez, c'est les fameuses étapes dans notre cycle de vie que je citais tout à l'heure, avant de commencer le cours numéro 4. Faisabilité, spécification, conception architecturale et détaillée, programmation, c'est le codage, hein, intégration, installation, c'est en fait, c'est la validation. C'est quand je commence à installer le logiciel chez le client, ça veut dire qu'il a accepté, c'est bon, c'est la validation. Ensuite, le client va l'exploiter. Il y aura des phases aussi de maintenance
qui vont arriver dans le futur. D'accord? Alors, quels sont les avantages de ce cycle de vie? Il est très simple à mettre en œuvre. Et le plus intéressant, c'est qu'il est bien adapté aux petits projets. J'ai un petit projet, donc ce que je choisis, c'est le cascade. C'est clair et net. Surtout si ce projet-là, et nous avons des petits besoins qui sont clairs et qui sont stables. Ça veut dire que ça ne va pas changer à travers le temps. C'est clair et stable, etc. Par exemple, je vous donne un projet à faire. Donc, c'est le prof qui vous a donné ce projet, l'énoncé, il est bien clair, les besoins sont stables. Eh bien, je vous demande de me tracer le cycle de vie adapté à ce projet. Vous allez me dire tout de suite, c'est en cascade. Pourquoi? Parce que c'est un petit projet et les besoins ne risquent pas de changer au cours de route. Donc, ils sont clairs et stables. Par contre, parmi les inconvénients, c'est que dans la réalité, les vrais projets n'ont pas nécessairement ne suivent pas nécessairement un développement séquentiel. Parce que dans les vrais projets, c'est quelque chose de grand, on peut commencer par une étape, par une autre, et la deuxième étape à laquelle on a fait recours pour commencer ne suit pas automatiquement la première. Donc, dans la réalité, les choses ne sont pas séquentielles. Et puis là, quand il s'agit de vrais projets, il n'est pas facile d'établir tout à fait au départ du développement tous les besoins. Donc c'est difficile. Et puis, donc ce modèle-là, il est sensible à l'arrivée de nouvelles exigences, ou bien de nouveaux besoins. S'il y a des nouveautés dans les besoins, eh ben, je ne peux pas adapter le cycle en cascade. Je suis obligée de refaire le tout. Et l'inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a pas de validation. C'est-à-dire le client ne valide rien en intermédiaire. D'accord? Il ne valide rien. Il ne va valider qu'à partir du moment où il va installer, ça c'est la validation, il va valider à la fin, quand il va commencer à l'exploiter. Et ça va lui plaire, ça ne va pas lui plaire. Imaginez que ça ne va pas lui plaire à cette étape-là, je suis obligé de refaire le tout. D'accord? Donc il n'y a pas de validation intermédiaire. Ça, l'inconvénient majeur de ce modèle. Alors, il y a un genre, ah oui, parmi les inconvénients, regardez, toutes les étapes par lesquelles on passe, ou bien toutes les activités par lesquelles on passe. Donc, la spécification, par exemple, à ce niveau, elle est déterminée à 100%, mais l'utilisation, c'est zéro. Quand je fais la conception, je termine la conception, elle est à 100%, l'utilisation, c'est zéro. Quand je termine la programmation, c'est à 100%, l'utilisation, zéro. Veut dire zéro, ça veut dire que le client n'utilise pas encore le logiciel. L'intégration de même, 100%, l'utilisation zéro. Et quand je valide, quand j'arrive à l'étape de validation, c'est là où l'utilisateur va commencer à utiliser le logiciel. Donc, validation 100%, utilisation 100%. C'est là le problème. À ce moment-là, le client, il peut me dire non, c'est pas ce que je voulais, ça ne me convient pas. Eh bien, le problème dans ce cycle de vie, c'est que je suis obligé de refaire le tout. Obligé de refaire de la spécification, conception, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a un autre modèle qui ressemble un petit peu au cycle de vie en cascade qu'on appelle le V, le cycle de vie en V. Donc, celui-là, il est plein de tests, c'est-à-dire que chaque étape, je peux tester, valider, etc. Donc, à chaque étape, donc, il y a une étape qui lui correspond, qui permet de vérifier et de faire les tests. Donc, c'est-à-dire que les tests, il y a plusieurs formes pour faire ces vérifications. Vérification au niveau de la validation, de l'intégration, les tests unitaires pour vérifier si la programmation elle a été bien, etc. Donc ici, les tests de vérification, tous les tests, on les détermine, c'est-à-dire qu'on va les mettre au point au moment où on va créer l'étape. D'accord? Donc, d'après le schéma, vous allez comprendre mieux. Regardez, il y a dans ce cycle de vie en V, il y a les mêmes étapes que le cycle de V en cascade. Par exemple, faisabilité cahier de charge, spécification, conception architecturale détaillée et programmation. Donc, les principales activités. Donc, ces activités, on les appelle des activités créatives. Donc, on va créer quelque chose, en fait. Donc, en l'occurrence, avec ces étapes-là, j'aurai des activités de vérification. Par exemple, ici, quand je suis à la conception détaillée, je sais que par la suite, je vais passer à la programmation,
je vais mettre au point tous les tests unitaires qui me permettront par la suite de faire le test de mes programmes, de tester mes programmes. Quand je suis à l'étape conception architecturale, je vais mettre au point les tests d'intégration et l'intégration et les tests d'intégration. La même chose à la spécification, c'est le test d'acceptation et à la faisabilité, installation et test du système. Ça veut dire que à chaque étape, j'aurai quelque chose à vérifier. D'accord? Donc, supposons que je suis à l'étape de conception détaillée, je commence à programmer. Ensuite, je passe au test unitaire. Donc, supposons en faisant les tests unitaires veulent dire quoi? Ce sont des petits programmes qui permettent de vérifier que votre programmation est bien ou pas. Supposons il y a un petit problème dans ces tests unitaires, eh ben, je vais revenir à la conception détaillée pour voir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Je vais encore programmer ce que j'avais corrigé et je vais encore tester. D'accord? Donc, quand c'est OK, je passe à l'intégration. Donc, si j'arrive à faire une bonne intégration en appliquant les tests d'intégration, c'est OK, je peux passer à la suite. Sinon, s'il y a un problème, je reviens à la conception architecturale pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être des parties de l'architecture de mon logiciel ont été mal conçues. Donc, c'est pour cette raison, l'intégration, ça ne va pas marcher. Une fois c'est OK, je passe au test d'acceptation. Ça veut dire ce que j'avais récolté comme spécification, c'est OK. Donc, avec les tests d'acceptation, tout est validé, etc. Et je passe à l'installation. D'accord? Et ainsi de suite. Et s'il y a un problème, je reviens aux spécifications pour revoir le tout. Donc, à l'installation et test de système, s'il y a un petit souci, je reviens à l'étude de faisabilité. Peut-être tout à fait au départ, il y avait quelque chose qui manquait dans les cahiers de charges. Donc, vous voyez bien, par rapport au cycle de vie en cascade, ce cycle de vie en V permet de faire des vérifications intermédiaires. Ce n'est pas à la fin du projet quand on valide et on installe. Alors, les avantages, donc modèle pour bien adapté pour les besoins qui sont connus, et sont bien connus, et quand l'analyse et la conception sont claires. Donc, il y a toujours ici le souci, les besoins, ils doivent être clairs, bien définis, etc. Ils sont connus, etc. On arrive à bien les spécifier. Donc ici, l'avantage parmi les cycles de vie, c'est que chaque validation lui correspond à une vérification. D'accord? euh, Donc, et dans ce cas-là, on ne peut pas faire quelque chose, parmi les étapes, quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, qu'il est impossible de vérifier. Donc, tout ce qu'on conçoit, qu'on met en place, qu'on programme, etc., il faut qu'on lui trouve tous les outils qu'il faut pour pouvoir les vérifier s'ils sont valides ou pas. Voilà. Parmi les inconvénients, euh, donc ici, les inconvénients est utilisé tardivement. Toujours le même problème que le cycle de vie en cascade. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on est obligé d'attendre jusque-là, jusqu'à l'installation, etc., pour pouvoir être utilisé par le client. Donc, c'est le même problème que le cycle de vie, en cascade. Attendez, je vais voir. Voilà, donc admin. Donc, il y a quelqu'un, donc le micro sonne. Voilà, donc celui-là. Donc, il faut le laisser mute. Si vous intervenez, si vous intervenez, vous décochez, sinon vous laissez mute, sinon ça va donner des échos inutiles. Attendez, je vais voir. S'il te plaît, Bilzi Yasmine, tu décoches ton haut-parleur. Tu les désactives. Je n'arrive pas avec ma souris, j'ai un problème avec la souris. Je clique. Voilà, mute. Voilà. Mute pour elle, voilà. Alors maintenant, on passe à un autre modèle de cycle de vie qu'on appelle prototype. مدام دقيقة مدام Oui, الفونتاج دوزيام تاع السيكل تاع اون في oui. الفونتاج نيميرو 2 L'avantage numéro 2. Attends, oui. ما فهمتوش. Euh,
C'est-à-dire, regarde, préparation des phases finales, validation, vérification, par les premières constructions de logiciels. C'est-à-dire, regarde, je suis en train, je suis en train de faire la conception détaillée. Je sais que je ne vais pas simplement faire la conception détaillée. Je fais la conception de détaillée. Dans cette phase-là, je prépare les tests unitaires qui vont me servir après la programmation. Donc, c'est pour cette raison on dit préparation des phases finales. Les phases finales, c'est celle de la validation Ok. vérification. Voilà. Donc, chaque étape que je suis en train de réaliser dans le modèle en cascade, qui est celui-là, dans cette branche, en fait, je ne fais pas simplement l'activité, mais je mets en place tout le nécessaire qu'il faut qui me permettra, en arrivant à l'étape suivante, de pouvoir utiliser ces tests-là pour valider l'étape. Ok, C'est merci. ça ce que je voulais dire. Voilà. Donc, maintenant, nous avons un autre modèle de cycle de vie, le prototypage. Prototypage, c'est clair, ça va construire un prototype du logiciel. Euh, donc, on peut construire ce modèle de prototype à la phase d'analyse, à l'étape de spécification. On va discuter avec les clients sur les fonctions à faire, on va cibler à peu près les besoins. C'est-à-dire qu'en plus, le client, il vous dit, je saurai ce que je veux lorsque je verrai quelque chose. Et ensuite, on peut commencer par lui faire des petites conceptions d'interface homme-machine, des petites interfaces. Comme ça, on va lui dire, est-ce que ça va ressembler à ça, à ceci. Donc, ça permet de construire un petit prototype pour que le client puisse à peu près voir en petite miniature, si vous voulez, le logiciel futur. On peut aussi construire le modèle construit et utilisé en phase de conception. Donc, le but de ce modèle-là, ou bien de ce prototype, c'est de s'assurer que de la faisabilité des parties critiques. Donc, il y a parmi certaines parties du logiciel qui sont un petit peu spécifiques, critiques. Donc, on veut s'assurer que ça va marcher plus tard, d'accord? Au lieu d'aller directement développer et se rendre compte qu'à la fin, ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc, il vaudrait mieux développer ces parties critiques sur un prototype pour s'assurer que c'est OK, d'accord? Et ça va permettre aussi de vérifier et de valider certaines options de conception. Vérifier aussi que l'algorithme ou les programmes sont efficaces. Donc, sur un petit prototype, ce n'est pas la totalité du logiciel. C'est comme si vous avez cette histoire de prototype, c'est comme si vous avez un architecte qui veut construire une maison, une grande maison. Maintenant, pour à peu près aux clients cette on peut lui confectionner une petite maquette, une petite maquette, pas sur le plan, pas sur le schéma, mais plutôt en 3D. Donc, dans la réalité, il va réaliser ce petit. Le client, quand il verra cette petite maquette, il est plus rassuré des options qu'il aurait choisies et communiquées à l'architecte. Une fois qu'il voit la maquette, il peut par exemple demander à enlever un certain détail ou bien à modifier certains autres détails, etc. Parce que quand il voit sur la maquette, il voit à peu près sa maison, c'est comme si elle était réelle. Ça permet de valider et de ne pas se tromper lorsqu'on engage réellement la construction de la maison dans les dimensions. Donc, il y a deux types de prototypes dans ce cadre-là. Donc, il y a un prototype qu'on peut jeter. Il y a un prototype, non, on préfère ne pas le jeter, mais plutôt on préfère le faire évoluer. Et le choix entre